Bonjour à tous, bienvenue dans Cult & Click pour une nouvelle vidéo, news, ciné et série, la fameuse. Et bien évidemment avec l'ami Greg. Comment vas-tu mon cher Greg ? Eh ben mon cher Kerr, c'était la patate et ça c'est grâce à toi et la bonne humeur que tu sais instiller. C'est un petit peu le cœur que tu as, enfin le soleil que tu as dans le cœur que tu n'as pas dans cette magnifique Picardie que tu m'as fait découvrir. Oui. J'ai pu voir ce que c'était la Picardie. J'étais là, je me suis dit je vais faire comme dans Gladiator, je vais mettre ma main comme ça dans les champs et ma main va toucher les blés et il n'y a pas de blé, c'est que des radis, des courges. Et ça fait quand même betteraves. Moins rêver. C'était des betteraves. Et il m'a dit, et je lui ai dit alors qu'est-ce que tu as prévu parce que je suis là tout un week-end et tout, on est tous les deux. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire des trucs de ouf et tout. Qu'est-ce qu'on va faire ? Et il m'a dit aujourd'hui. On va aller voir les champs et tout. Je lui ai dit trop bien. Donc on est allé voir les champs et il y avait les courges et puis on est rentré. Et le lendemain, qu'est-ce que tu as prévu ? Parce que là, c'était une petite journée pour se garder l'énergie. Alors qu'est-ce que c'est ? Et Kerr, il m'a dit, tu vas voir, on va voir des éoliennes. Et là, j'étais genre, ok, d'accord, il n'y a pas de boîte de nuit. Alors on sait vraiment devenir comme des fous ici. Les éoliennes, putain, sortie dimanche, on va voir les éoliennes. Ça, c'est vraiment stylé. Voilà. Et je comprends pourquoi est-ce que la Picardie est sans doute une des régions qui regarde le plus des cinémas-séries. Et c'est peut-être pour, quelque part, s'échapper de son quotidien, de cette prison de radis et d'éoliennes. En tout cas, très belle région. Et vraiment, à tous les Picards et Picardiennes, vraiment, c'était magnifique. Ouais. Et je suis content vraiment que tu sois parti dans ce speech qui vraiment t'a mis de bonne humeur, t'es bien installé, t'as le sourire, parce que là tu vas te manger un point pognon. Il est costaud, je te préviens. On commence donc par le box-office, comme d'habitude, mon cher Greg, et tu vas voir, il y a plein de choses. On va commencer par le champion, le nouveau patron de l'année 2023, et c'est une patronne. C'est Barbie, Barbie qui a détrôné donc Super Mario Bros et qui est devenu le plus gros succès de l'année 2023 avec 1,38 milliard donc au box-office. Il a déjà au moment où on enregistre cette vidéo, il a un peu plus de 30 millions d'avance maintenant sur Super Mario Bros. Donc ça, c'est avant un week-end en plus d'exploitation, donc ça va ne faire que s'accroître. Et objectivement, en regardant les sorties de la fin d'année, en sachant que beaucoup de films ont été repoussés, comme par exemple Dune partie 2, même si Dune partie 2, objectivement, n'était pas un concurrent milliardaire à Barbie, quoique, vu qu'en ce moment on peut les prévisions... Parce que tu penses que c'est moins bien ? Non, pas du tout, parce que Dune, premier du nom, a fait beaucoup moins, mais c'était dans un autre contexte, et donc je disais, vu qu'actuellement le box-office est très difficile à cerner et à prévoir, on ne sait pas pour Dune, mais en tout cas Dune sortira en 2024, donc ce qu'on peut presque affirmer aujourd'hui, sans trop se mouiller, c'est que Barbie va être le plus gros succès de l'année 2023. Alors, il n'est pas que ça, puisqu'il est aussi devenu le plus gros succès de la Warner ever, puisqu'il a détrôné Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2. Donc jamais un film Warner n'avait rapporté autant de dollars. Alors bien évidemment, ça ne prend pas en compte l'inflation, vous le savez, hein, le box-office américain, c'est surtout une question de com', donc ils ne vont pas, bien évidemment, prendre en compte l'inflation, sinon ils vont se rendre compte que c'est des films sortis bien avant qui sont les plus gros succès de l'histoire, et qu'Avatar est assez loin, par exemple, dans le classement, mais c'est comme ça. Preuve du succès de Barbie, la sortie digitale, donc en VOD, qui devait être pour... le 5 septembre a été repoussé au 12 septembre. Et il y a une ressortie au ciné aux US en IMAX, puisque le film pour l'instant n'était pas sorti en IMAX. Petit rappel de conflit IMAX qu'il y avait eu cet été. Mission Impossible, donc le dernier, avait Dead Reckoning
je l'ai mal dit, bon, vous avez compris de quoi je parlais. Et ben il avait l'IMAX pour une semaine. Tom Cruise était hyper vénère parce que derrière Oppenheimer, pardon, on l'a eu pendant 3 semaines. Et donc là, Barbie va la voir du 22 au 29 septembre aux États-Unis. Aucune info pour une ressortie actuellement en France. Avec quand même, pour vous donner envie si vous êtes américain, ce qui serait étonnant, d'aller les voir, c'est qu'il y a des scènes supplémentaires qui vont être ajoutées en plein dans le générique. Donc voilà, Barbie, gros succès. Il y a un autre film qu'il faut vraiment qu'on évoque, c'est Oppenheimer. Alors là, Oppenheimer, alors on va être honnête, et il y a des gens qui répètent ici et là que le succès de Barbie était évident, que Mattel, que Barbie, c'est... Non. Le succès de Barbie n'était, à ce point-là, n'avait été pronostiqué par personne dans l'industrie hollywoodienne. On hésitait entre gros flop et belle surprise. Là, on est sur un énorme succès. Donc, c'était absolument pas envisagé à Hollywood. Ce qu'il était encore moins, c'est Oppenheimer. Le fait que 2 films sortent le même jour et soient premier succès de l'année et 3e succès de l'année, parce que c'est ce qu'est devenu Oppenheimer, c'est complètement dingue. Mais c'est littéralement complètement dingue. Et là, Oppenheimer, il vient de dépasser les 850 millions de dollars. Il est devenu le 3e plus gros succès de Christopher Nolan depuis le début de sa carrière, derrière les 2 Batman, et donc devant Inception. Énorme perf. Pourquoi je dis énorme perf ? C'est un biopic. Les biopics d'ordinaire ne marchent pas du tout comme ça. C'est un film de 3 heures. Et c'est surtout un film R-rated. Et donc, qui dit R-rated dit diffusé à un public plus limité. Donc Oppenheimer, énorme surprise là pour le coup. Alors il y a Variety là au moment où on vous parle qui a récemment dit pourquoi je dis au moment où on vous parle, c'est que le film n'a pas encore atteint les 900 millions, mais pour Variety ça va être vraiment c'est dans la poche. Et Variety dit que le milliard est à portée de main. Voilà. Donc là pareil, si on m'avait dit qu'Oppenheimer de Nolan allait faire 1 milliard, jamais je n'y aurais cru. Donc la news, c'est que Variety très, sait très qu'après grosse. 900 000, il y a 1 million, enfin 900 millions, il y a 1 non, milliard. Mais, oui, mais c'est en effet, c'est marrant que tu dis ça, mais toi tu dis ça pour rien, mais il y a aujourd'hui, on peut lire ici et là que c'était évident que Oppenheimer et Barbie allaient marcher. C'est totalement réécrire l'histoire. 2 films qui sortent le même jour qui cartonnent autant. Et en plus en juillet. Juillet n'est pas un mois qui, contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que tout le monde est en vacances, juillet n'est pas du tout un mois favorable aux grosses sorties. Les grosses sorties, c'est février, c'est avril, ça va être juin, mais c'est très clairement pas juillet. D'ailleurs, Barbie est là en train d'essayer de rattraper le plus gros succès de l'histoire d'un film au mois de juillet, qui est Le Roi Lion, donc la version 2019, l'adaptation live. Qui est jusqu'à présent le plus gros. Donc c'est pas vraiment pas courant. Et il y a un truc qui est si ça en reste là, ce podium, mon cher Greg, il y a quelque chose qui est quand même hyper important à noter. C'est que c'est la première fois que les 3 plus gros succès d'une année au box-office mondial ne sont pas des suites. Et c'est la première fois depuis, donc c'est pas la première fois dans toute l'histoire, hein, mais c'est la première fois depuis 22 ans. Depuis 2001. C'est dingue hein, quand même, je trouve. Donc vraiment, j'ai fait moi une vidéo cet été avec toi mon cher Greg depuis tes vacances dans le Pas-de-Calais sur les échecs au box-office, parce que cette année il y a eu d'énormes échecs. C'est une année qui est extrêmement paradoxale et extrêmement intéressante d'un point de vue industrie, succès, échecs et compagnie, parce qu'il y a des succès qui sont extrêmement étonnants et il y a des échecs qui sont incroyables dans le sens on les avait pas vus venir et ils sont en plus extrêmement violents. Coucou The Flash et Indiana Jones. Coucou Gran Turismo aussi, faut le souligner. Mais je vais en parler après. Et donc, voilà, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais donc là, je vais vous parler des films qui sont sortis un peu plus récemment. Nous aussi. Ouais. Le
beau démarrage Equalizer 3 qui est le dernier avec Denzel Washington, c'est le meilleur démarrage des trois, donc voilà. Gran Turismo, c'est la cata, et le film le mérite pas que ce soit la cata. Il est bourré de défauts, il y a d'énormes ficelles des blockbusters hollywoodiens, mais très prenant, assez spectaculaire, bon esprit. Et il mérite pas de se faire éclater comme d'autres blockbusters de moins bonne facture l'ont été aussi. Et il est à 80 millions de dollars seulement. Donc voilà. Bon, c'est un peu rude pour Gran Turismo qui vient de sortir aux États-Unis, mais qui de toute façon n'avait pas fonctionné dans les autres marchés où il est sorti avant. Et d'ailleurs, il est sorti avant en France, avant les États-Unis. J'en connais pas la raison. Par contre, un truc qu'on peut souligner, c'est que la France est à l'honneur dans le film, puisqu'il y a notamment un Grand Prix au Mans. Donc voilà. Autre film qui a, je trouve, pas si bien marché que ça, malheureusement, parce que il surfait sur la vague un peu Spider-Verse et il avait des plutôt bonnes critiques à sa sortie et pour l'avoir vu au ciné, je trouve que il méritait. Il méritait quand même le déplacement, j'ai passé un plutôt bon moment. C'est Teenage Mutant Ninja Turtles, donc Mutant Mayhem, qui n'a récolté que 152 millions de dollars au box-office. Il aurait mérité plus. Et puis, un petit point sur le reste. Blue Beetle, c'est 100 millions de dollars seulement. Donc, gros échec pour Blue Beetle. Après, objectivement, le film est sorti à une très mauvaise période de l'année, le mois d'août. C'est un héros d'ici qui est méconnu. Donc bon, c'était prévisible. Ça, honnêtement, il n'y a pas vraiment de surprise. Saluons la perf. Alors, pas du tout justifié, parce que là, pour le coup, le déplacement au ciné a fait mal. Pour The Meg 2, enfin Meg 2, The Trench, donc en eau très très trouble. J'espère qu'il n'y aura pas en eau très très trouble. Donc le retour du mégalodon et de Jason Statham, qui a quand même récolté 376 millions de dollars au box-office. Et là, pour le coup, c'est pas mérité. Très clairement. Donc voilà, mon cher Greg, pour ce point box-office. Il y aura sûrement d'autres choses que j'avais envie de dire et que je dirai dans la prochaine vidéo. Les débuts de Jennifer Ou quand tu t'en souviendras. À la comédie, avec No Hard Feelings, donc le challenge. C'est un peu moins de 100 millions de dollars au box-office. C'est pas fou. Mais bon. Allez, à toi, mon cher Greg. Et du coup, moi je vais commencer par Marvel qui, avec les grèves, avec les déboires, a changé un petit peu son planning et beaucoup de choses qui vont être reportées, mis en pause. Bref, il y a un peu de tout. Alors, le premier truc, c'est que donc What If saison 2 va être bougé autour de Noël de cette année. Ça, c'est le premier truc. Ensuite, il y a Echo, donc la série, vous savez, qui est le spin-off du personnage qu'on avait pu voir dans une série précédente de Marvel, sortira en janvier 2024. Alors, une fausse bonne nouvelle, je pense, c'est que X-Men 97 a été avancé a été décalé à du coup le début 2024. Alors moi, je pense que de toutes les séries Marvel, c'est celle que j'attends le plus. C'est le dessin animé qui est la suite reprise des dessins animés X-Men qui ont fait mon enfance. Il y a Agatha Dark Old Diaries qui sera à l'automne 2024. Et ensuite, on a Iron Heart qui n'a juste plus de date. Il y a Daredevil Born Again qui est en pause, purement et simplement, et Wonder Man qui est en pause aussi. Honnêtement, je pense qu'il est possible que une ou plusieurs de ces séries soient annulées. Que du coup, Ironheart, surtout. La grève, pardon ? Ironheart a plus de chances de sauter. Alors, Daredevil, c'est pas possible, mais Ironheart
Elle est même plus dans les. Elle est pas reportée en fait. Elle a complètement disparu. Elle est en dehors du planning. Et le truc, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que je parle d'annulation ? C'est parce qu'on en reparlera. Disney a des problèmes de brousouf. Des problèmes de brousouf qui sont beaucoup liés à Disney+. Les séries Marvel, pour l'instant, c'est pas un succès. Il y a plein de séries. Donc là, on attend encore un petit peu. On devrait avoir les résultats sur... la dernière série Marvel, mais globalement Secret Invasion, et au final les scores d'audience ont l'air d'être un peu décevants, du coup, voire très très décevants. Du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup d'indications, Marvel et Disney qui est en train de chasser un petit peu chaque perte. Je pense que s'ils ne sont pas sûrs du succès d'une série, il y a moyen que des trois, donc Daredevil, Born Again, Ironheart et Wonder Man, celle qui coûte le plus cher soit sucrée parce que c'est celle qui coûte le plus cher. Voilà. Ou celle et où, le où sucre, tout simplement mon cher dans Greg, les focus on l'obtient group. avec la betterave. La betterave picarde. Voilà. Ouais. Si vous avez vraiment compris cette vanne, eh bien, n'hésitez pas à laisser un message dans les commentaires pour me l'expliquer. Les gens savent parce qu'une qu'on fait blague du est sucre toujours avec plus la marrante betterave. quand elle explique. Simplement. Du coup, le truc, c'est que évidemment, comme le disait Kerr, que Ironheart soit retiré des plannings est potentiellement un indice. Et en fait, j'ai envie de dire, ils sont, à mon avis, au point où ils en sont, ils sont presque comme nous. Si vous voyez des sondages sur Twitter, sur les sites de fandom qui montrent que Ironheart est moins attendu que les autres, je pense que ce sera la confirmation qu'elle sera saquée. Voilà. Kerr, quelle est ta news suivante ? Je vais rester sur la grève, tiens, puisqu'il y a eu une petite news, la grève donc des acteurs et des scénaristes se poursuivant. La Warner Bros Discovery a déjà prévenu qu'ils subiront au moins une perte de 300 à 500 millions de dollars cette année, imputable à la grève, mais pas que. Par exemple, du côté de The Flash, il y a une énorme perte financière aussi. Mais voilà, donc cette ce qui est quand même un gros foutage de gueule quand même, parce que du coup The Flash est mis dans une espèce de tout où c'est la grève, mais on ne sait pas dans le communiqué si vraiment ils prennent en compte les pertes de The Flash. Là, c'est plutôt lié à la grève. On rappelle, et d'ailleurs il y a beaucoup de médias américains qui expliquent que vraiment actuellement la seule chose qui bloque dans les négociations, c'est vraiment les studios. Donc voilà. Disney, tu l'as dit, est en situation financière aussi compliquée. Et j'avais dit dans le box-office, mais c'est quand même bon de le rappeler, il y a quand même un paquet de films qui étaient censés sortir en fin d'année 2023 qui sont repoussés à 2024, notamment pour des raisons de promotion. Puisque les acteurs, dans la plupart des cas, ne participent pas à la promo des films. Voilà, par exemple, il y a Bradley Cooper qui n'a pas fait la promo de son propre film. Je crois que c'était à Venise. Il n'était pas là. Et en soutien à la grève. Donc puisqu'on parle de la grève, j'ai une autre... me permettre, puisque c'est une de mes news, je vais apporter une petite précision. En fait, les acteurs peuvent participer à la promotion. Oui, c'est pour ça que j'ai dit certains. Ouais. Ils en ont l'autorisation, mais pas tous. C'est-à-dire qu'en fait, les acteurs qui ont l'autorisation de la guilde des acteurs, en fait, c'est ceux qui sont sur des films qui ont accepté les accords de la guilde des acteurs. Ce qui veut dire que, en gros, tous les gros films des grosses majors qui refusent en bloc les accords, du coup, n'ont pas le droit de leur guilde de faire. J'ai l'impression que je parle de Donjons et Dragons quand je parle de guilde, de faire de promotion. Mais par contre, Adam Driver, et là c'est un ma news, Adam Driver, par exemple, pour parler du film de Michael Mann, si je ne me trompe pas, sur Ferrari, qui s'appelle Ferrari, lui a pu participer à la promotion de son film. Évidemment, comme c'est un des rares gros acteur qui est présent au festival pour pouvoir faire la promotion, a été interrogé. Et c'est assez intéressant parce qu'en fait, il expliquait que du coup, là, on est dans une situation où les studios qui valident
ces échanges, du coup, eh bien, peuvent profiter de la promotion des acteurs, de la promotion que va apporter les festivals, etc. Et le truc, c'est qu'il disait, il dit, si un Amazon ou un Netflix, du coup, n'est pas capable de donner ce que les petits studios ont accepté avant même qu'il y ait la grève, on n'en serait pas là. Et je trouve que ce discours est assez et que en gros il rajoutait que du coup ça montre que les studios oublient un peu que les films sont faits en collaboration avec les acteurs, en collaboration avec les réalisateurs. C'est pas que des simples sociétés, c'est une création artistique où plein de personnes amènent des choses. S'ils ne donnent rien aux scénaristes qui sont l'essence même de ce que va être un film, s'ils ne donnent rien aux acteurs ou pas assez aux acteurs qui incarnent, je ne parle pas des 1% des acteurs payés des millions et tout. Là, on parle des 98% autres acteurs qui touchent des sommes dérisoires et dont la tentative, c'est de les remplacer par de la génération d'IA. Donc du coup, le truc, c'est que forcément, que les autres corps de métier refusent de travailler. J'ai envie de dire, c'est le libre marché. Et du coup, les gens ont le droit de ne pas accepter ce deal. Et c'est assez intéressant de voir que du coup, c'est en train un peu de se retourner contre les studios, déjà parce qu'ils sont en arrêt de production, mais aussi parce que ça donne une vraie chance aux petites productions. Et ce qui est marrant, enfin marrant ou pas, c'est que du coup, Kerr disait que voilà, il y a des gros majors qui sont en train d'annoncer qu'ils ont des grosses pertes, etc. Et il y a des productions, en ce moment, c'est les productions italiennes qui ont annoncé que c'était une aubaine, cette grève, puisque eux sont pas en grève, vont du coup essayer de sortir des films et que ça va laisser plus de place puisque les gens vont donc aller moins voir des productions américaines qui ne sont pas disponibles et donc potentiellement découvrir des films de chaque pays. On peut imaginer qu'en France, du coup, les films français vont avoir une petite up de fréquentation en Italie, etc. etc. Donc ça, c'est les bonnes nouvelles. Après, il ne faut pas se cacher. Ce qui draine les gens au cinéma, c'est aussi les gros blockbusters américains. Et c'est ça qui aussi fait de l'argent et les revenus des cinémas. Donc sans blockbusters, les cinémas iront moins bien dans tous les pays aussi. Donc il y a un peu de tout. Il y a du bien, du moins bien. C'est une situation qui, j'espère, sera débloquée. Mais là, concrètement, les majors, pour l'instant, vont dans le mur. Après, je l'ai dit dans la dernière vidéo news, il est possible que la grève soit cassée, tout simplement parce que la situation des acteurs et des scénaristes est en train de se détériorer. On rappelle aux États-Unis, vous bossez pas, vous n'avez pas de sécurité sociale. Il y a des aides qui sont en train d'être mises en place pour Il y a des caisses de payer grève, les soins, leur amener de la nourriture. Enfin, c'est une situation qui est incroyable. Je trouve pour une industrie qui est quand même plutôt génératrice de billets verts. Voilà. Ouais, et tu disais que, on l'a déjà dit dans plusieurs vidéos, il y a plusieurs très grandes stars qui soutiennent la grève, bien évidemment, la majorité d'ailleurs, et que eux, ça les concerne pas vraiment. C'est pas tout à fait vrai. Et par exemple, Aaron Paul, donc Jesse Pinkman de Breaking Bad, c'est quand même pas un no-name, et il a dit cette semaine un truc Un peu quand même. assez édifiant. Il a dit, et c'est là où c'est cocasse parce qu'il travaille quand même beaucoup avec Netflix. Il a fait El Camino notamment, il a fait récemment Black Mirror, enfin en tout cas un épisode. Et Aaron Paul a dit qu'il n'avait rien pour Breaking Bad diffusé sur Netflix, malgré la popularité de Breaking Bad, qui est toujours une des séries les plus regardées sur Netflix. Et il a déclaré, je pense que les plateformes savent qu'ils s'en sortent sans payer un salaire digne et qu'il est maintenant temps de se mobiliser pour changer les choses. Donc c'est vrai que si même Aaron Paul, qui a quand même le deuxième rôle, oui, un rôle quasi aussi important que Walter White, dans une des séries les plus populaires de la planète, sur Netflix, ça craint quand même vachement pour les autres. Il y a eu plusieurs acteurs et actrices américains et américaines qui ont révélé ce qui touchait sur certaines séries ou films que nous regardons beaucoup.
ça fait quand même peur. Et on rappelle que la grève ne concerne pas les Anglais, et ce qui explique pourquoi Emilia Clarke était présente au festival de Deauville en remplacement donc de Nathalie Portman et de Peter Dinklage, qui eux ne sont pas venus comme prévu. Donc voilà, il y a plein de choses, hein, mais on rappelle aussi que récemment, il y a eu les studios qui font pression sur les diffuseurs pour essayer de casser la grève comme ça, parce qu'ils disent que si les diffuseurs coulent, en l'occurrence, donc je parle des salles de cinéma, les acteurs vont être obligés un peu de reprendre le chemin des studios pour essayer de sauver les multiplexes. Les studios ont dit que ce que demandait la guilde des scénaristes allait leur coûter 3% de leurs revenus, ce qui était énorme. Et derrière, il y a eu un démenti avec des chiffres à l'appui de la guilde des scénaristes qui montrait que pour Apple, pour Amazon, pour Netflix, l'augmentation des revenus souhaités par les scénaristes, mais ça représentait moins de 0,0. Donc c'est impressionnant, ce bras de fer cache beaucoup de choses, et notamment des enjeux sur les IA. Voilà mon cher Greg. Si tu permets, je vais faire une autre news. Une news plateforme aussi. Puisqu'il y a un truc qui m'a étonné, on en a parlé en off ensemble au téléphone, au coin du feu. Vendredi dernier est sorti... Quel moment magique. Oui, magique. La saison 2, enfin a débuté la saison 2 de La Roue du Temps. Donc La Roue du Temps, contextualisons, donc c'est l'adaptation d'une œuvre d'Heroic Fantasy qui est quand même bien connue, qui a eu une saison 1 qui avait fait quand même beaucoup parler, avec Rosamund Pike dans le rôle principal, entouré de petits jeunes. On avait fait des vidéos dessus, hein, que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et puis, bon, il faut dire que la mayonnaise n'a pas pris, mais la saison 2 n'a pas pris vis-à-vis du public. La série était très correcte, sans être incroyable, loin de là. Et puis, la saison 2 a été commandée, et Prime n'en a fait aucune promo. Ce qui fait qu'elle est sortie. Voilà, anonymat total. Ils ont sorti les 3 premiers épisodes ce vendredi, et ensuite ils sortent un épisode par semaine. Alors, il y a quand même un immense paradoxe dans tout ça, c'est que les 3 premiers épisodes de cette saison 2 ont d'excellentes critiques, en fait. Mais vraiment d'excellentes critiques, partout, et des retours très positifs. Donc c'est étonnant, parce que quand tu as une saison 1 qui est un échec, on va dire, en termes d'audience, parce que la qualité est pas autant au niveau qu'espéré, mais que derrière tu fais une saison 2 pour corriger le tir qui visiblement démarre bien, pousse-la ta série. Apple, ils ont appris des erreurs de fondation. Alors quand je dis Apple, je parle de ceux qui font fondation. La saison 1 a été très critiquée. Ils ont retravaillé, corrigé le tir sur la saison 2 qui a de meilleures critiques. Et Apple derrière fait beaucoup de promos pour Fondation. Du côté de Prime, c'est le mystère. On en avait déjà parlé dans une vidéo sur l'étrange communication des plateformes, parce que c'est pas la première fois que Amazon ne communique d'une manière très étrange sur ces séries. Là, il y a une série avec Sigourney Weaver dont le nom m'échappe, qui a eu aucune promo. Alors le sujet, ok, est dur, mais aucune promo quand même. Et on parle même pas de Citadel, qui était la série événement par les réalisateurs d'Avengers Endgame, et qui avait eu une promo chelou, au point où sur la fin de la saison, on n'en parlait plus du tout. Et la logique aurait été qu'on l'annule, et en fait, pas du tout, puisque derrière, ils commandent une saison 2. Tout le monde s'en fout. Enfin, c'est très, très, très étonnant. Mais moi, j'ai envie de reprendre La Roue du Temps. J'ai réessayé, mon cher Greg. Et alors, reprendre La Roue du Temps après une pause, c'est quand même hyper compliqué. Je te le dis, lisez un bon résumé de la saison 1 de La Roue du Temps pour savoir où vous en êtes. On parle de promos discrètes et de succès très relatifs pour La Roue du Temps. C'est pas du tout le cas de One Piece. La série saison 1 sur Netflix est un carton. Première dans 84 pays, c'est un record.
Ça veut pas dire qu'elle fait mieux que Mercredi ou Stranger Things qu'elle a battu, mais peut-être aussi, surtout, qu'il y a plus de marché pour Netflix ouvert à travers le monde, et du coup, c'est beaucoup plus facile d'avoir un nombre de pays plus élevé. Mais bon, voilà, gros succès pour One Piece, gros succès critique aussi, notamment auprès du public, hein, mais après, c'est un peu plus dur. Il y a une vidéo One Piece sur la chaîne donc, que vous pouvez retrouver. Et elle détrône, mon cher Greg, un autre très gros succès sur Netflix de cette fin d'été qui s'appelle je le refais. Who is Erin? Donc voilà, qui est une société qui est pendue par la boîte de prod de The Crown, qui a été un énorme succès sur Netflix aussi. Succès surprise. Voilà, mon cher Greg. À toi. Moi, j'ai une petite news qui m'a fait sourire. C'est alors, est-ce que c'est sympa ou pas, à vous de voir. C'est du coup donc la pièce de théâtre Harry Potter, donc et l'enfant maudit, qui est donc une pièce de théâtre que vous ne pouvez retrouver que à Londres ou à Broadway, qui est une pièce qui dure 3 heures, qui est après donc la saga Harry Potter chronologiquement. Et souvent les gens disent que c'est inadaptable, très difficile de le lire, que c'est une pièce de théâtre qui est vraiment à voir. Et tu confirmes, ma chère Daniel, qu'il a lu, je crois, L'Enfant Maudit. C'est inadaptable. Est-ce que c'est compréhensible, la pièce? Ouais, si tu lis, tu comprends? Moi, je l'ai lu, je l'ai même écouté, mon cher Greg, mais en morse. Et là, je t'avoue que c'était compliqué. Et Daniel rajoute qu'il faut avoir lu les bouquins et que les films ne suffisent pas, parce qu'il y a beaucoup de moments qui ont été coupés des livres pour adapter ça en cinéma. Et donc, pourquoi je vous parle de tout ça, et bien de cette pièce? Eh bien, c'est parce qu'en fait, dans son extrême bonté, du coup, il y a une version qui va être mise à disposition. Alors attention, il y a une petite astérix sur la disposition, pour que les écoles puissent faire la pièce de théâtre. Donc ce sera une version qui sera plus courte. C'est une version où les effets spéciaux seront expliqués dans un petit guide pour que les écoles puissent faire la pièce. Et évidemment, c'est une licence à acheter pour que du coup les écoles puissent acheter le droit de diffuser et de faire cette pièce un peu partout. Je ne sais pas quel est le marché des écoles. En tout cas, alors on pense que peut-être aux États-Unis, avec beaucoup d'écoles privées, les budgets sont différents. Mais je suis curieux de savoir quelle est l'économie de ce projet. Est-ce qu'ils s'attendent à faire plusieurs centaines de millions sur les droits pour la diffusion de cette pièce? Et surtout, j'ai hâte de voir quel va être le contrat proposé. Est-ce qu'on achète, ou est-ce que il va y avoir une kermesse où les gens vont donner au chapeau en disant voilà, c'est pour J.K. Rowling, s'il vous plaît, la petite pièce. C'est un peu étrange. Est-ce que toi, tu as un point de vue sur cette pièce et le fait de payer pour avoir une pièce de théâtre pour enfants, donc, dont les enfants seront acteurs, on rappelle. Je sais pas, je trouve ça très étrange. Je sais pas si c'est quelque chose qui existe aux États-Unis sur d'autres pièces et que je connaissais pas, mais cette news et l'idée d'imaginaire, c'est sans doute pas vrai, hein, mais qu'ils font la quête pour demander de quoi payer les droits, ça j'avoue que ça m'a un peu scié. Alors ça marchera pas comme ça, mais je pense en tout cas que le fait qu'elle puisse être adaptée par on peut imaginer par des collégiens ou des lycéens est une très bonne chose. Harry Potter qui est vraiment un livre très lu à l'école, qui fait d'ailleurs partie de la liste des ouvrages de l'éducation nationale et ça plaît beaucoup aux enfants dès l'école primaire. Voilà. Et ben ma prochaine news, mon cher Greg, va concerner le jeu vidéo et l'animation, puisque Annapurna, animation, la branche animée, film d'animation d'Annapurna, qui sort des jeux vidéo qui font parler. Il y a eu notamment 12 Minutes et le jeu dont je vais vous parler dans quelques instants. Et ben Annapurna développe des films animés dont le premier était Nimona sur Netflix, qui a été un joli succès critique et même public, j'ai envie de dire, parce qu'il était assez haut dans les classements de diffusion de Netflix, qui est sorti récemment. Et ben suite à ce succès, Annapurna Animation a décidé de voir plus grand. Ils ont débauché notamment le réalisateur
de l'âge de glace Chris Wedge. Et il travaille sur un nouveau projet, on ne sait pas si c'est avec Chris Wedge par contre, mais qui va être l'adaptation donc, en film animé d'un jeu qui a cartonné l'été dernier. Souviens-toi, l'été dernier, ce jeu a cartonné. C'est Stray, le jeu avec le petit chat dans un monde cyberpunk, qui avait été une vraie surprise développée par des Français. Que je salue d'ailleurs. Et Stray, donc, on ne sait pas où il va arriver, quand il va arriver, mais en tout cas, le projet est lancé. Est-ce que ça va être sur Netflix comme Nimona ou Ciné ou sur une autre plateforme? On verra. Mais en tout cas, Stray en film animé, c'est en chantier. Je fais une autre petite news pour rester dans l'animation pour vous dire que Chicken Run 2 sortira sur Netflix le 15 décembre, soit 23 ans après la sortie de Chicken Run 1. Et les poulets auront vieilli. Donc là, j'ai découvert qu'un poulet pouvait vivre 23 ans. Non, je rigole bien évidemment, mais en tout cas, c'est donc un nouveau film des studios Hardman. Je sais pas ce que tu en avais pensé à l'époque, mon cher Greg, mais moi qui adore maintenant le travail des studios Hardman, et notamment Shaun le Mouton, Chicken Run, premier du nom, m'avait complètement laissé de marbre. C'était ton cas aussi où tu avais passé un chouette moment devant? Non, je me souviens que je crois que je m'étais ennuyé, que j'avais du coup jamais revu ça. Mais c'est un film qui avait Alors pourtant, que Shaun le Mouton, d'excellentes critiques. ça c'est une histoire qui tient par les tripes. Ah mais moi j'adore Shaun le Mouton. Bah, je crois moi que je l'ai aussi. vu 4 fois au cinéma. Le premier, je crois. Allez, encore deux petites news rapides, mon cher Greg. Le Craig Mazin, donc le big boss de la série The Last of Us pour HBO, eh ben il a écrit un scénario pour un nouveau Pirates des Caraïbes. Donc voilà, donc un Pirates des Caraïbes écrit par le showrunner de The Last of Us et de Chernobyl. Bah ça m'intrigue. Ça m'intrigue. Donc voilà, il l'a écrit avec Ted Elliott. Voilà. Donc c'est cool de voir que Elliott maintenant fait autre chose depuis sa rencontre avec E.T. Ça c'est chouette. Et Craig Mazin a dit qu'il avait fait un boulot formidable sur le scénario qu'il a lui-même écrit. J'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un de complètement neutre qui juge le scénario de Craig Mazin, mais ça n'est pas le cas. Donc voilà, est-ce que ce film Pirates des Caraïbes va se faire? On ne sait pas puisque Craig Mazin a dit que tout avait été stoppé par la grève. Et puis ma dernière petite news pour vous dire qu'il y a un nouveau Godzilla qui sort très prochainement, donc en décembre, début décembre, le 1er même. Alors je ne sais pas si c'est une sortie française pour l'instant. Il s'appelle Godzilla Minus One et c'est une version japonaise de Godzilla. Donc voilà, ça faisait 7 ans qu'il n'y avait pas eu un film Godzilla pendu partout. Voilà. À toi, mon cher Greg. Alors, je vais faire très vite. Du coup, première news, je voulais juste réagir par rapport à ce qu'a dit Kerr. Alors, je sais pas quand est-ce que c'était dans la vidéo. Moi, c'était après mon deuxième dodo. Juste avant ma sieste, donc je sais pas à quel moment on y était, mais du coup, ce qui est vraiment marrant, c'est que donc il y avait Kerr disait que les critiques sur La Roue du Temps étaient bonnes et que c'était surprenant qu'il n'y ait pas de communication. Ce qui est marrant, c'est que les critiques, pour l'instant, les reviews qu'on a pu découvrir, sont bien meilleures sur La Roue du Temps et encouragent beaucoup plus les gens à aller voir La Roue du Temps que les Anneaux de pouvoir. On pourrait avoir du coup quelque chose d'assez cocasse avec les Anneaux de pouvoir qui font moins d'audience avec leurs milliards pour que La Roue du Temps qui était censée être leur petite série. Petite série, attention, hein, ils ont quand même du vrai budget, hein, c'est pas Cult & Click où du coup il y a des étagères en bois et tout est fait à la main. Mais le truc c'est que ce serait bien que d'avoir quelque chose qui montre que ce soit la qualité qui fait parler l'audience et pas juste le budget ou l'IP. Ça, c'est premier truc. Deuxième chose, pour enchaîner sur le sujet des propriétés intellectuelles, des IP, eh bien, du coup, il y a Disney et la bourse. Disney et la bourse, c'est une histoire de « je t'aime pas trop en ce moment ».
En gros, là, à l'heure actuelle, si tu peux peut-être aller sur notre ami Google et taper cours de Disney, en fait, vous allez voir que Disney se pète la binette. Oui, t'as pas cours de tennis, sinon tu vas tomber sur l'US Open. Et du coup, donc Disney se pète la binette et là, en ce moment, les gens en sont à se dire qu'il faut ne pas investir maintenant parce que ça va continuer à se péter la tête, mais que ce sera un investissement au très long terme, genre un PEL, pour les gens qui veulent regagner de l'argent, puisque les arguments sont toujours les mêmes, qu'il y a énormément de contenu, il y a un trésor de guerre des propriétés intellectuelles qui fait que toujours ils réussiront à le monétiser. Mais surtout, ce qui est marrant quand on voit les notes des analystes, c'est que du coup, Disney en ce moment tient pour une raison simple. T'es sur combien? T'es sur un jour. Un jour, c'est pas beaucoup. Fais plutôt year to year, ça veut dire sur un an. Et du coup, le truc, c'est que les analystes disent qu'en fait, ce qui fait tenir Disney, c'est vraiment la santé intersidérale et incroyable de la rentabilité des parcs. Et donc, c'est là où, en fait, de plus en plus, l'idée continue d'arriver que Disney est une société qui a des parcs d'attraction et qui fait des trucs autour pour la promotion des parcs d'attraction. Ce qui est fou, ce qui est quelque chose que j'aurais jamais imaginé il y a 3 ans, ce qui est quelque chose quand on est du côté de la France, incroyable, puisqu'on sait que les actions Euro Disneyland, c'était le truc qui a fait faire des haut le cœur à beaucoup de gens. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Et donc, en fait, le message de Disney maintenant, c'est l'optimisation prix-marge. Ça veut dire essayer de gagner le plus possible sur chaque projet. Et ça, dans le monde de l'artistique, ça sent pas bon. Mais alors, je peux vous le dire, ça sent pas bon du tout. Puisque ça veut dire que pendant cette grève avec les scénaristes, les acteurs qui demandent à l'inverse de gagner plus, et notamment carrément un espèce de pourcentage des revenus, ça va complètement contre ce qui est dit. Ça veut dire qu'en fait, va falloir faire attention à ne pas donner la bride aux réalisateurs pour qu'ils fassent leur création esthétique. Donc, c'est un signe. Alors, ils peuvent avoir, c'est Disney, hein, ils peuvent avoir un Marvel qui arrive, qui est bien, parce qu'il y en a eu beaucoup qui sont produits, il y en a bien un qui va être bien un moment. Et le truc, c'est que d'un seul coup, c'est carton, c'est milliards, et ça renfloue les caisses. Mais dans les faits, c'est très mal barré, soyons sincères, quoi. Donc, du coup, moi, il y a beaucoup de licences chez Disney que j'adore. Star Wars pour en citer une, Marvel et le MCU pour en citer une deuxième. Moi, j'ai qu'une envie, et c'est sans même parler de l'animation et de Pixar. Donc en fait, j'ai qu'une envie, c'est que ça aille bien. Mais là, je ne vois pour l'instant, de mes petites compétences d'analyse, que des signaux rouges. C'est assez inquiétant. Et cette société qui était considérée comme société marquante de la fin du XXe siècle, là c'est un moment tendax. Ça te fait réagir, mon cher Kerr ? Ouais. Alors déjà, je trouve que on est en plein dans la magie Disney, c'est chouette. Et le truc aussi que je voulais dire, c'est que tu as dit qu'il faut serrer la vis un peu sur les réalisateurs et puis ne pas leur lâcher la bride. C'est justement les derniers gros succès critiques ou dollars de Disney, c'est justement des réalisateurs et des créateurs à qui ils ont lâché totalement, à qui ils ont donné des libertés. Tu sais James que Cameron, son Avatar, il l'a fait lui. Et l'autre cas, c'est Tony Gilroy avec Andor, qui est considéré aujourd'hui comme la meilleure production Star Wars de Disney+. Et Tony Gilroy, il l'a fait, il était peinard. Donc alors, voilà. le truc, c'est que moi, je tiens à dire pour réagir que la news que tu as fait sur Barbenheimer, elle est excellente. Parce que ça va. Alors, oui, il y a des trucs pourris qui en découlent. On vous en a parlé dans les news il n'y a pas longtemps, qu'il allait avoir le Barbieverse, qu'ils ont prévu de faire plein de films et tout. Ça c'est forcément. C'est un peu inquiétant. Par contre, le truc, c'est que ce qui est génial, c'est que ça veut dire que des films d'auteur
portés avec des acteurs, avec des réalisateurs, peuvent être 900 millions, peut-être milliardaires, peuvent casser le box-office, c'est tout ce que les réalisateurs, les acteurs à Hollywood espéraient depuis longtemps. Il n'y a qu'à voir Tarantino avec son discours autour de la sortie de Il était une fois Hollywood, où ils disent que ils n'arrivent plus à faire fonctionner, à faire financer leurs films s'ils ne sont pas la suite de quelque chose, une licence à acheter, etc. Donc si ça peut insuffler ne serait-ce qu'un peu de courage à d'autres studios de redonner des brousoufs à des projets ambitieux qui ne sont pas une suite d'un truc, franchement, ce serait incroyable. Voilà. Oui, mais il y a un truc un petit bémol quand même à faire, c'est que quand on parle de box-office 2023 étonnant parce que pas de suite, dans les 3 premiers, il y a 2 énormes franchises. Barbie en tant que jouet avec Mattel et Mario en tant que jeu avec Nintendo. Donc c'est pas non plus des projets qui sortent de nulle part. Donc et Oppenheimer c'est un biopic. Donc et c'est Nolan surtout. Donc voilà. Mais le Barbenheimer, je pense, sera étudié longtemps et notamment au niveau de la com. Je pense qu'au niveau de la com, là, ce qu'a fait Nolan et enfin Nolan a un peu tardé, mais ce qu'on fait le casting d'Oppenheimer, le casting et la réalisatrice de Barbie, c'est bluffant parce qu'ils ont énormément fait parler d'eux en s'achetant les billets de l'un et de l'autre pour aller les voir au ciné. Enfin, il s'est passé plein de trucs, je pense que ça va être énormément étudié. Mais oui, c'est inquiétant ce que tu nous as raconté sur et puis, est-ce que c'est pas aussi le message de dire... Alors, je n'ai pas vu ni Barbie ni Oppenheimer, et entre autres pour une news que va faire Car tout à l'heure. Et le truc, c'est que c'est aussi un message que les films qui sont appréciés peuvent être des succès. Et ça, pour avoir vu les films d'avant du box-office, Indiana Jones, The Flash, c'est des films qui sont des échecs, mais aussi c'est parce que c'est des mauvais films. Donc là, c'est vraiment chouette d'avoir des films qui sont salués par la critique, salués par le public, qui font le succès. C'est rappeler qu'on va au cinéma parce qu'on va voir quelque chose de bien, tout simplement. Ben moi, je vais enchaîner avec un autre exemple de l'année 2023 et décidément très étonnante au cinéma et au box-office, avec des records de réservation pour une sortie prochaine, qui est en fait le concert de Taylor Swift. Donc ça s'appelle The Eras Tour. Qui sortira au cinéma. Bon, il faut que je revoie mon anglais. Ça va pas, Greg. Il faut que tu me donnes des cours. Ça sort le 13 octobre aux États-Unis et il y a énormément d'achats de tickets qui ont déjà été faits par les fans de Taylor Swift. Accessoirement, quand il y a eu le concert de Taylor Swift à Seattle, il y a eu un petit séisme qui a été enregistré. Du pas très Laisse Taylor Swift tranquille, s'il te plaît. Non, mais je critique pas, là. Je dis qu'il y a réellement eu un séisme qui a été enregistré dans la région de Seattle pendant le concert avec les fans et l'ambiance qu'il y avait. Taylor Swift qui est actuellement très très haut sur les charts. Je crois qu'il n'y a que Doja Cat là, qui a sorti un truc qui vient de la battre. Mais c'est nous, on passe un peu complètement à côté, mais... quand je dis nous, c'est nous deux. Hein. Mais Taylor Swift, là, actuellement, c'est assez ouf. Beyoncé aussi, d'ailleurs, je tiens à le souligner avec ses concerts. Enfin bref, c'est pas du tout le sujet. Mais le concert fait que aujourd'hui, on estime que son week-end de diffusion, de sortie, ça va rapporter entre 100 et 150 millions de dollars minimum au box-office américain. C'est complètement dingue. Alors, il faut aller un peu dans le passé. Suite au décès de Michael Jackson, en 2009, il y avait eu un documentaire qui s'appelait This Is It, qui était sorti, qui était très attendu, qui avait eu une énorme promo, une sortie mondiale, etc. Et il avait rapporté 72 millions de dollars pour son premier week-end. Et il avait rapporté au total 180 millions de dollars à travers le monde. Et il était sorti que pendant 3 semaines, je crois. Donc là, à voir si sur le concert de Taylor Swift, c'est limité dans le temps. Parce qu'ils font ça aussi régulièrement pour les concerts. En tout cas, là, on part sur un autre truc étonnant de l'année 2023. Quelques petites news comme ça à l'emporte-pièce. Il va y avoir une adaptation des Mystérieuses Cités d'Or en série télé.
live action. Live action, les amis. Pour les cités d'or, grand classique des années Enfant du soleil. 80, 90, 80. Donc voilà, moi j'attends l'adaptation en série live d'Ulysse 31. Et pour votre gouverne, vous n'avez pas besoin d'avoir vu les 30 premiers Ulysse pour comprendre le 31. Autre info, The Walking Dead, c'est terminé. Alors ça l'était déjà, mais c'est également terminé sur Netflix. Donc si vous regardiez la série sur Netflix, eh ben, sachez que la dernière partie de la saison 11, donc saison 11 qui a été découpée en 3 parties, eh ben, les épisodes viennent de sortir sur la plateforme. Donc voilà, il y a tout The Walking Dead sur Netflix. Et je crois que Fear the Walking Dead, c'est sur Prime Video. Voilà, comme ça tout le monde est content. Et il y a la série avec Negan et Maggie, la première saison est terminée. Il y a bientôt la série sur Daryl. Mon cher Greg, petit mot, j'en profite. J'ai repris The Walking Dead là comme ça pendant les vacances sur la saison 11 et j'ai été agréablement surpris. Voilà, je tiens à le souligner. Autant il y a eu il y a eu vraiment un creux qui a été très long et c'était compliqué. Autant là vraiment, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est pas non plus folichon, mais c'est plutôt pas mal. Liam Neeson a donné une interview et l'acteur qui a joué Qui-Gon Jinn a dit un truc assez critique à l'encontre de Star Wars. Il a dit déjà que les fans de Star Wars composaient une secte, enfin qu'il y avait une espèce de culte autour de Star Wars et que les fans étaient un peu, composaient une secte. Et il a surtout dit que Disney diluait la marque à force de faire trop de films et de spin-off et de séries. Et que la force de Star Wars s'estompait un petit peu. Donc voilà. Moi, il me reste 2 remarques. Ce qui est marrant, c'est que juste avant d'être sur Obi-Wan, il avait dit que vraiment, il aimerait bien reprendre son rôle, que ce serait vraiment chouette et qu'il avait vraiment hâte. C'est vrai, tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle l'avant-chèque après-chèque. C'est dans le truc. Ou peut-être l'absence de chèque, puisqu'il n'est pas revenu. Alors, en fait, peut-être qu'il a le seum aussi. Alors, tu plaisantes, mais vu ce qu'on a entendu sur Disney, ce serait possible, puisqu'on sait qu'ils ont fait des deals en disant on va vous passer une part de revenus au fur et à mesure que la série soit diffusée, et ils les retirent, ou les séries font beaucoup moins d'audience que prévu. Donc, peut-être que son chèque n'était qu'une petite... quelque chose, tu vois, qui avait que, je sais pas, 5, 6 zéros, et que lui, il attendait le 0 de plus. Mais il est pas dans Obi-Wan Qui-Gon. On l'entend. Ah oui, non, mais alors là, si on commence à payer les gens qui parlent... Non, je rigole bien évidemment. Alors, moi j'ai un truc qui m'a... j'ai vu une news là, qui est tombée, c'est le moment d'avoir un truc, d'évoquer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. C'est la communication sur les budgets des séries télé qui prend de l'ampleur, je trouve, un peu comme le box-office, qui est devenu un enjeu de communication et de promo. Alors rappelez-vous, avant, on avait eu Band of Brothers, donc de Spielberg et Tom Hanks, qui avait été la série la plus chère. Puis après, il y avait eu Pacific. Et puis ensuite, on avait les épisodes de God qui étaient très coûteux. Et puis est arrivé Le Seigneur des Anneaux avec des chiffres complètement dingues. Le milliard, alors qu'en fait, c'était pas du tout ça et que c'était dilué sur plusieurs saisons. Et puis, il y avait eu la rumeur de One Piece qui est en fait beaucoup plus cher de Netflix, qui est en fait beaucoup plus cher que Le Seigneur des Anneaux, ce qui était complètement faux. Et on a eu derrière Disney qui est arrivé en disant « Nous, on fait des séries Marvel, c'est minimum 20 millions par épisode. » Et puis quand on avait vu WandaVision, qu'on avait vu Falcon and the Winter Soldier, on s'était bien rendu compte qu'il n'y avait pas 20 millions et qu'en fait c'était un élément de com, c'était que Disney disait que ça pouvait aller jusqu'à 20 millions, mais qu'il n'y avait pas ce montant-là qui était annoncé. Sauf qu'en fait, là, les dernières infos qu'on a sur les budgets des séries me laissent extrêmement perplexe. Et j'ai l'impression qu'on est retombé dans ce qui au départ était de la rumeur, un élément de com. Là, des articles et des personnes plus sérieuses ont creusé sur les budgets de séries et j'ai l'impression qu'ils sont de nouveau piégés par des studios qui vont aller dire bah non, cette série nous a coûté tant, etc.
Le truc qui m'intrigue le plus, c'est Secret Invasion. Secret Invasion, elle a un budget de plus de 200 millions de dollars pour 6 épisodes. C'est 200 millions de dollars, c'est plus que Barbie et Oppenheimer, qui sont les deux gros succès de l'année, comme on l'a dit, en tout cas de l'été, et qui étaient à l'écran au moment où Secret Invasion était diffusé. 200 millions de dollars, hors com, mais ils les ont mis où? Et on s'est fait la question, on s'est posé la question à de nombreuses reprises. Et là, on a le budget de One Piece qui, alors, n'est pas officiel, mais qui serait aux environs de 17 millions par épisode, ce qui est donc plus que Game of Thrones, pour les épisodes les plus chers de GOT. Là encore, alors oui, là tu dans One Piece, on est d'accord. Mais pas autant. Pas autant. Et j'ai vraiment l'impression que le budget sur les séries, c'est devenu un enjeu de communication pour montrer qu'il y a c'est un concours de kiki, quoi. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage parce que c'est pas le pognon qui va faire la qualité de ta série. Très clairement, puisque les séries que je vous ai citées, que ce soit Le Seigneur des Anneaux, Secret Invasion, sont plutôt globalement des, des loupés. Au même moment, on avait House of the Dragon qui avait un budget bien inférieur aux Anneaux de Pouvoir, et ça joue clairement pas dans la même cour. Donc je comprends pas trop ce truc-là. Est-ce que tu veux réagir à ce sujet, mon cher Greg? T'es intrigué par les 200 millions de Secret Invasion, par ce qu'on annonce sur One Piece? Bah, si c'est vrai, c'est pas très bien investi. C'est tout. Oui, non, pour Secret Invasion. Oui. Mais même One Piece, est-ce que tu vois la taille et l'envergure d'une série de Seigneur, enfin pas du Seigneur des Anneaux, même du Seigneur des Anneaux. Mais si tu compares à Game of Thrones. Donc, En termes de, ouais. Après, le truc, c'est qu'il faut pas oublier quelque chose. Alors là, je me permets de répondre. C'est que beaucoup. Il y a quand même un univers qui est recréé visuellement, les décors, etc., etc. Il y a One Piece, c'est une série qui est très ambitieuse pour Netflix, et Netflix était vraiment à la recherche de son GOT. Il n'y a pas la bataille des bâtards. Et c'est One Piece. J'ai pas vu toute la saison, mais il n'y a pas la bataille des bâtards, on est d'accord. Mais la bataille des bâtards, elle n'est pas dans la saison 1 de Game of Thrones. Donc, ah mais attends, tu compares la saison 1 au premier épisode, au deuxième épisode? Non, mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce que tu faisais? Ouais, oui, il n'y a pas de. Après, on ne sait pas combien coûtent les différentes scènes avec les bateaux, etc. Ce que je veux juste te dire, c'est que ces séries ont été produites et pré-produites pendant, globalement, le Covid. Donc, c'est des séries qui aussi, naturellement, valent beaucoup plus cher parce qu'il y avait les protocoles sanitaires, parce que du coup, il y avait des pénuries sur beaucoup de choses. Par exemple, il y a une des grandes zones, un des grands fournisseurs de certains types de projecteurs. J'ai eu le problème à mon travail, qui était en Italie, dans la zone qui était le plus touchée par le Covid, au tout début du premier confinement. Donc, les projecteurs étaient renvoyés à raison de 1 ou 2, alors que d'habitude, c'était des stocks de 15-20. Et du coup, les tournages donc, ont coûté beaucoup plus cher. Et puis après, les protocoles faisaient que il y avait plus de gens sur les tournages pour faire attention sur certains tournages. D'autres tournages, il y avait moins de gens et donc il y avait plus de jours de tournage. Donc en fait, de la même manière qu'on voit ça avec les jeux vidéo où il y a beaucoup de jeux qui ont été reportés et dont les budgets ont explosé, c'est pareil pour les films, les séries, et particulièrement les séries, parce que les tournages peuvent être assez longs. Puisque du coup, ça a été ces 2 ans, 3 ans de Covid ont vraiment cabossé les productions. Donc c'est normal. Je ne serais pas surpris qu'une série qui aurait été produite en 2018 ait coûté peut-être un tiers ou la moitié d'une série qui a été produite globalement en 2022 ou en 2021. Non, moi, la remarque est très, très pertinente. Et je disais que One Piece était la Game of Thrones de Netflix. Attention, je parle pas en qualité ni en termes de maturité publique, etc. C'est pas du tout la même chose. Alors dans la vidéo One Piece, moi je dis que j'ai aimé la saison 1, en effet. Par contre, je pense que le Netflix, en termes de franchise, la série franchise, tu vois, ils ont essayé sur The Witcher, ils ont échoué, à mon sens. Ils vont réussir là sur One Piece. Le public l'accueille super bien.
Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Il va y avoir une hype sur la saison 2. Enfin, Netflix qui était en recherche de séries vraiment qui cartonnent parce que Stranger Things, la série se termine et derrière il y a quoi? Il y a Squid Game. C'est pas suffisant. Je parle en série, en monstrueuse série, parce qu'on a vu Lupin, la saison 1 était un énorme carton, la saison 2 est passée totalement de manière anonyme. Là, je pense que Netflix, avec One Piece, a vraiment, vraiment une série sur laquelle elle peut capitaliser plusieurs années et plusieurs saisons. Et ça, c'est bien pour Netflix. Hein. Nous, on s'en fout, mais c'est bien pour Netflix. Alors du coup, il me reste 2 news, mon cher Kerr, donc du coup, je vais me permettre de les enchaîner. La première, c'est l'association la guilde des acteurs vient de signer le premier des différents ratifications qu'il doit faire pour entrer en grève. Vous allez dire, mais ils sont déjà en grève. Oui, mais avec les éditeurs de jeux vidéo, puisque du coup, ils font les doublages, la motion de capture et tout. Donc, on peut imaginer que d'ici quelques semaines, peut-être 1 mois, 2 mois, on va voir à quelle vitesse ils vont aller. Il va y avoir donc une ratification de la grève. Donc là, je pense que en tout cas, moi, je suis à peu près sûr qu'elle va aller jusqu'au bout. Et du coup, les retards qu'on voit sur les films et séries, il risque d'y avoir les mêmes sur les jeux, puisque du coup, tous les NPC, tous les personnages, de plus en plus de jeux, l'acteur, il y a un acteur connu qui est attaché à l'acteur, au personnage principal. Donc, on peut imaginer que ça va freiner. La différence, c'est qu'en fait, le jeu vidéo aura beaucoup, pour ce qui n'est pas déjà signé, ils auront beaucoup plus de facilité à aller chercher la voix d'un acteur anglais, italien, français, que sais-je, en tout cas un acteur qui n'est pas syndiqué avec les Américains, mais en tout cas, il y a de fortes chances que du coup la grève ait lieu. Deuxième news, c'est Elizabeth Olsen. On parlait des séries, et en fait Elizabeth Olsen a fait un petit communiqué via sa société pour dire qu'elle souhaite se démarquer à présent du personnage de Wanda Maximoff et du MCU pour aller chercher d'autres pistes créatives. Et elle citait 2 raisons principales. La première, c'est elle était extrêmement bloquée dans ses contrats avec Marvel pour qu'il ait le maximum de disponibilité pour leur projet. Le Covid aussi a un peu freiné les choses. Et du coup, elle a expliqué qu'elle avait le sentiment qu'elle était en train de stagner dans sa carrière à cause de ça. Donc on peut imaginer qu'en fait, ces acteurs, quand ils sont arrivés un peu moins connus, qu'ils ont signé le MCU, leur MCU disait... vous êtes disponible quand on veut, pour ce qu'on veut et tout, pour simplement que eux puissent produire. Parce qu'il faut bien imaginer que d'avoir autant d'acteurs disponibles quand eux, ils en ont besoin, c'est normal de demander énormément de disponibilité. Mais du coup, ça veut dire que ces acteurs sont pas intéressants à signer pour des plus petites productions. Parce que si on leur dit du soir au lendemain une petite production, votre actrice, elle n'est pas là, vous rentrez avec vos camions de tournage. C'est potentiellement un film qui est annulé juste pour les pertes encourues. Et voilà, donc après elle disait qu'elle voulait faire d'autres rôles, machin, etc. Donc on risque de la voir dans quelques films indépendants et peut-être dans des trucs plus petits et moyen budget. Je sais que Kerr, toi tu apprécies beaucoup Elizabeth Olsen, mais je trouve... J'appréciais. Et en fait... ta news correspond exactement à ce pourquoi Dis-nous tout. Elizabeth Olsen, c'est moins une actrice que je suis maintenant, c'est parce qu'elle s'est justement enfermée dans le rôle de Wanda. Alors elle a fait la série Love and Death cette année. Ok, mais tu vois, dans le film, dans le All Boy de Spike Lee, moi je l'avais trouvé extraordinaire, mais je l'avais surtout adoré dans Marcy May Marlene. Et c'était une actrice de film indé ou de remake loupé, hein, puisque toi t'as pas aimé le remake d'All Boy, ce que je peux tout à fait entendre. On en avait parlé dans Cult and Click et le film est sorti en 2013. Donc Cult and Click ça dure. Croyez-moi. Et le truc, c'est que depuis, elle s'est vachement enfermée, je trouve, dans tout ça, et c'est un peu dommage. Voilà. Et petite anecdote, mon cher Greg, un truc que t'as pas.
En 95, elle apparaît dans la série La Fête à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est la petite sœur des jumelles Olsen qui jouait bien évidemment dans La Fête à la maison. Voilà. Ah bon? Et elle était... c'est incroyable. As-tu une autre news? Oui, puisque tu parlais d'Elizabeth Olsen, ça m'a fait penser qu'elle jouait dans Wind River de Taylor Sheridan avec Jeremy Renner. Et Taylor Sheridan, c'est le créateur de plein de séries récentes dont on a déjà parlé sur la chaîne, et notamment Yellowstone. Et Yellowstone, vous savez peut-être que la série s'arrête avec la saison 5, la deuxième partie qui va être tournée et diffusée prochainement, et qui marquera le départ de Kevin Costner. Kevin Costner a été viré en fait de la série, et du coup, logiquement, alors, d'après les dernières infos, elle s'arrête avec le renvoi de Kevin Costner, alors que c'est un des plus gros cartons télé US. Et il y a une nouvelle série qui serait en chantier et qui enchaînerait derrière, avec Matthew McConaughey dans le rôle principal. Mais Kevin Costner, il n'est pas content. Et il a annoncé qu'il allait très probablement poursuivre Taylor Sheridan et la prod devant le tribunal pour son renvoi de la série. Alors que c'est un peu étonnant parce qu'on sent vraiment que Kevin Costner a tout fait pour qu'il quitte la série, quoi. Mais bon, voilà. Moi, si vous regardez Yellowstone, la première partie de la saison 5, je l'ai trouvée vraiment en dessous des 4 premières saisons, qui étaient très bonnes. Voilà, et je vous conseille vraiment le premier spin-off qui s'appelle 1883, qui est un bijou. Par contre, le deuxième spin-off 1923 avec Harrison Ford et Helen Mirren, moi qui ai beaucoup aimé toutes les séries de Taylor Sheridan, celle-là j'ai beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et je vais terminer moi cette vidéo news, mon cher Greg, par une remarque que j'ai trouvée très pertinente de Christopher Nolan. Il a parlé de la durée des longs métrages. Ça fait très longtemps qu'on dit que un film trop long désintéresse le public, un film trop long ne peut pas marcher au box-office, et un film trop long surtout n'intéresse pas les exploitants de salles, et on peut le comprendre. Si le film dure 3 heures alors qu'à côté il a un film on va dire un film d'une heure et demie, il y aura beaucoup plus de séances pour le film d'une heure et demie possible sur la journée, c'est mathématique, que pour le film de 3 heures. Mais Nolan a dit un truc qui casse un peu ces arguments-là. Il dit, ça fait 25 ans que je suis dans le ciné, et j'entends depuis toujours que les jeunes ont une capacité d'attention de plus en plus courte. Et je pense pas que c'est le cas. J'ai présenté Oppenheimer à Universal, et j'ai dit que le film devait durer 3 heures. Globalement, du côté d'Universal, tout le monde a flippé. Et Nolan a répondu, oui, mais le film qui a le plus marché aux États-Unis, donc à cette époque-là, c'est Endgame, et il dure la même durée qu'Oppenheimer, à 1 minute près. Donc 3h02 pour Endgame et 3h01 pour Oppenheimer. Donc, et autre truc, il dit, si vous regardez les plus gros succès du cinéma, vous allez voir que ceux qui ont le plus réussi sont des films longs. Et en fait, c'est vrai, si tu regardes le classement, globalement, t'as les deux derniers Avengers qui sont quand même longs, t'as Titanic qui dépasse les 3 heures, t'as le premier Avatar, t'as le deuxième Avatar qui sont pas des films qui format court. Donc, en fait, 3 heures, si le film est bon, ça marche. Voilà, c'est un peu la morale du truc. Par contre, un film d'1 heure et demie qui est un pur chef-d'œuvre, ça court pas les rues quand même. Ça arrive, mais ça court pas les rues. Voilà, t'en penses quoi de cette remarque de Christopher Nolan ? Il a entièrement raison. Du moment qu'un film est bon, il n'y a pas de problème qu'il soit long. Mais j'ai même l'impression que... On est à demander, on est à supplier pour les versions longues du Seigneur des Anneaux, la Snyder Cut, Alors, tout le monde. Attends, je te corrige. On n'a rien supplié pour la version longue du Seigneur des Anneaux, ils nous l'ont donné tout de suite. Un an Et après. ça, d'ailleurs, c'était génial. Un an après. Oui, mais enfin... Un an, franchement, pour attendre le Seigneur des Anneaux, c'est long. La Snyder Cut, ils voulaient à tout prix faire une version... Internet. Souviens-toi, ils ont voulu faire une version Justice League de 1h30 pour que ça dépote et tout. Bien sûr. Nul à Yesh. Et par contre, du coup, Snyder Cut, elle dure 3 heures. 4 heures. Plus, ouais. Et du coup, j'ai pas vu. C'est le meilleur exemple. J'ai moins vu passer le temps pour la Snyder Cut
que pendant Justice League, la version Teenage 1h30. Donc du coup, Oui. je suis d'accord avec Nolan et je pense que c'est le plus important de la news, c'est que du coup, Nolan a l'air d'avoir un point de vue intéressant sur le cinéma. Mais Qui l'eût je cru? pense qu'il devrait en faire. Ouais. Et ben merci Kerr pour cette dernière petite news. Quel est du coup le mot de la fin, mon cher Kerr? Le mot de la fin, mon cher Greg, ça va être pirate, comme ce que l'on trouve dans One Piece, qui est la dernière vidéo qu'on a fait sur la chaîne. Donc si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo-là, allez la regarder enfin. Et n'hésitez pas à vous abonner pour retrouver des nouvelles aventures de l'équipage de Cult & Click. On partira à l'abordage de nouveaux sujets